Je me suis régalé. Tous les plans vidéo sont évidemment faits avec ce nouveau Tamron 150-500 que je vais vous tester aujourd'hui. Alors en monture Sony, la recherche d'une longue focale, c'est un véritable chemin de croix, hein. Pour toutes les autres focales, la plupart du temps, vous avez plein d'options. Mais ici, si vous cherchez une focale qui est supérieure à 400 mm, en fait, la seule option aujourd'hui, c'est le Sony 200-600 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il n'a pas fait vraiment l'unanimité. En fait, c'est surtout à cause de sa taille qui est démesurée et il rentre dans quasiment aucun sac à dos. Il faut vraiment un sac à dos qui est spécifique. Et en plus, on a un prix qui est quand même à plus de 2000 €. Alors forcément, quand Tamron vous propose un 150-500 qui va être compact, qui va être plus abordable, ça fait rêver, quoi. Et comme à chaque fois qu'un constructeur me permet de participer au lancement de son objectif, je l'ai amené avec moi sur le terrain, je l'ai confronté à de multiples sorties. Le but, c'est vraiment de le confronter à des vrais sujets, hein. Circuit de moto, cartes, parc animalier, on a fait des vols d'oiseaux, beaucoup de hérons, du paysage. Bref, j'ai essayé de tout couvrir. Et la première chose qui m'a bluffé avec cet objectif, c'est le piqué. Il est vraiment dingue. Je vous mets des RAW à disposition pour que vous puissiez constater par vous-même, hein, parce que les RAW, c'est aucune triche, c'est brut de capteur. Et on va regarder ensemble la galerie d'exemples, mais vous allez voir, je me suis régalé. Et à chaque fois que vous allez zoomer dans l'image, vous avez vraiment ce wow effect avec énormément de détails dans l'image. Alors ici, évidemment, la mise au point est faite sur l'oiseau, mais cette photo-là, je l'ai choisie pour que vous puissiez voir aussi l'arrière-plan. C'est vrai que l'arrière-plan, notamment lorsque vous avez des feuillages avec beaucoup de reflets, n'est pas forcément le plus doux de sa catégorie, comme on peut le voir un peu sur cette photo-là, mais c'est rare. Il faut vraiment être dans des cas hyper spécifiques, parce que la plupart des cas, vous avez un arrière-plan qui est hyper doux comme ça, et le piqué, lui, par contre, il est toujours au rendez-vous, hein. Donc, vraiment superbe, et superbe aussi si vous voulez faire du portrait, hein. Là, je vous laisse zoomer dans cette photo-là, mais les détails sur la peau et sur les cheveux, quand j'ai zoomé dans cette photo-là, ça m'a absolument étonné. Donc, n'hésitez pas à télécharger ce pack de photos. Voilà, je vous parlais du bokeh qui est souvent absolument magnifique, hyper doux, hein. C'est le bokeh qu'on a avec du 500 mm parce qu'on va avoir une toute petite profondeur de champ, même à du 6-7. Quand vous zoomez dans l'image, vous avez toujours ce détail. Donc, toutes ces photos-là, je vous les mets à disposition. Vous noterez que la plupart des photos, il n'y a quasiment aucune photo à ISO 100, tout simplement parce que sur ce genre d'objectif, et c'est le cas, hein, c'est la même chose à 6.3, on photographie des sujets qui généralement demandent une vitesse d'obturation qui est assez rapide. Assez rapide, plus 6.7, on est tout de suite à ISO 800, ISO 1000. Hein. Vous voyez ici, j'étais sur le circuit de moto et je suis à ISO 1600. Donc forcément, ça diminue un tout petit peu le bokeh. Et pourtant, ici, je suis en plein jour. Mais ça, bon, c'est quelque part une caractéristique de ce genre d'optique. Alors ici, vous voyez, je l'ai testé sur un circuit de moto avec des motos qui allaient vite, hein, qui changeaient de vitesse et compagnie. Moi, j'ai vu aucun problème et un petit filet pour se faire plaisir. Donc, sur le héron, ici, ce héron, il était en train de pêcher. Je l'avais repéré, c'était juste avant qu'il pique le bec et qu'il remonte. Et bim, ça a été capturé, nickel. Donc, toutes ces photos-là, téléchargeables en description. Vous pouvez voir directement les RAW pour vous faire votre propre opinion. En termes d'homogénéité, moi, j'ai trouvé que c'était un objectif qui était plutôt homogène. Ici, on est quasiment à 500 mm et l'homogénéité est vraiment pas mal. Pour moi, c'est même peut-être un tout petit peu supérieur au 200-600 en termes d'homogénéité. Alors toujours ce magnifique bokeh, ce beau rendu des couleurs, ce joli piqué, mais voilà, parfois sur certaines photos, j'ai trouvé que ça manquait un peu de contraste. Un chouïa de contraste supplémentaire, ça aurait pas fait de mal, hein. Vous voyez, notamment quand vous prenez des photos avec les Sony, on voit un tout petit peu plus de contraste. Donc on est sur un objectif dont le contraste est quand même assez doux. Voilà, en termes de piqué, on est quand même plutôt bien servi. On va parler maintenant de la construction et de l'ergonomie de l'objectif. On est sur un objectif qui est superbement construit. Il est évidemment tropicalisé, hein, et son format compact va vous permettre de le stocker facilement dans n'importe quel sac à dos. Et ça, pour moi, c'est l'atout numéro 1. On a des bagues qui sont inversées. Vous avez une bague de zoom qui va être située en bout d'objectif et une bague de zoom qui est assez dure, hein. Il faut vraiment exercer une pression assez forte pour changer la focale. En vidéo, c'est pas idéal parce que vous risquez de faire trembler l'objectif. Tamron a ajouté un mécanisme qu'ils ont appelé le Flex Lock qui permet de tirer sur la bague de zoom pour verrouiller n'importe quelle focale. Quelle que soit la position sur la plage focale sur laquelle vous avez, vous pouvez la verrouiller. C'est plutôt sympa en vidéo, ça évite justement de changer la valeur focale. Personnellement, j'ai un avis qui est assez mitigé sur cette fonctionnalité. Je me suis retrouvé sans cesse à l'activer sans faire exprès. On a une seconde bague qui est la bague de mise au point. Elle est étroite, elle est collée au collier de pied. Moi, je l'ai manipulée avec le pouce, je l'ai trouvée agréable et précise. Sur le côté, vous avez 4 boutons, un limiteur de plage AF, vous avez le switch AF, MF, et vous avez les boutons qui sont liés à la stabilisation, pour l'activer ou pour la désactiver, et vous avez 3 modes de stabilisation. Un mode 1 qui va activer la stabilisation qu'au moment de la photo,
un mode 2 pour les filets et un mode 3 qui va stabiliser la visée pour un meilleur confort lorsque vous voulez cadrer. Moi, c'est le mode que j'ai utilisé le plus. Le pare-soleil est évidemment fourni, pare-soleil qui est en bimatière, il est terminé par un caoutchouc. Mais par contre, on n'a pas d'ouverture pour les polarisants dessus. On a un collier de pied qui est inclus dans la boîte et il est vraiment cool, notamment parce que vous avez un sabot qui est compatible arc à suisse dessus. Il s'enlève très facilement, c'est vraiment pratique. Vous pouvez visser des filtres de 82 mm sur le devant de l'objectif et ça aussi, c'est vraiment trop cool parce que 82 mm, c'est standard, hein. On est loin du Sony 200-600 et ces filtres de 95 mm que j'ai pas. Personnellement, j'ai pas de filtre de 95 mm, donc vraiment, ça aussi, retrouver des filtres beaucoup plus standards, c'est cool. Bref, en termes de construction et d'ergonomie, c'est un quasi sans faute. Vous l'aurez noté, on est sur un objectif qui succède chez Tamron au 150-600 G2, mais la plage focale est plus limitée. On est sur du 150-500. En fait, le positionnement de Tamron est hyper malin. Ils ont décidé de faire un compromis, de vous proposer un compromis entre un 100-400 et un 150-600. Niveau taille, en fait, vous avez exactement la même taille, le même encombrement qu'un Sony 100-400 GM. Sauf qu'ici, vous avez du 500 mm. Et à 400 mm, sachez que l'ouverture est à 5.6 sur le Tamron, exactement comme sur le Sony. En fait, l'ouverture affichée, ça dépend un peu du réglage aussi que vous avez dans les menus. Si dans le réglage du menu, vous allez afficher des demi-stops, vous allez avoir une ouverture à 5.6. Si vous affichez des tiers de stop dans votre menu, vous allez avoir une ouverture à 6.3. C'est un truc un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Bref, tout ça pour vous dire que il se compare assez avantageusement par rapport à un Sony 100-400 GM. Vous avez le gabarit d'un 100-400, mais du 500 mm. Et de l'autre côté, donc en tenaille, vous avez le Sony 200-600. C'est le seul objectif à vous proposer du 600 mm. Et Tamron a voulu vous proposer plus compact et plus léger. Et le compromis à accepter, c'est 500 mm au lieu de 600 mm. Alors, au niveau d'angle de champ, il faut bien se rendre compte que 600 mm, c'est un angle de 4,1 degrés et 500, c'est un angle de 5 degrés. Donc, en fait, vous avez une différence de 0,9 degrés. C'est assez marginal, hein. Quand vous regardez les photos, un petit crop léger suffit à recadrer exactement comme si vous aviez pris la photo à 600 mm. Et d'ailleurs, il faut bien se rendre compte que la différence est plus importante entre 400 mm et 500 mm qu'entre 500 mm et 600 mm. Bref, moi je trouve que c'est un bon compromis à accepter, 500 mm, c'est un choix malin, surtout dans un gabarit d'instant 400. L'autre atout à connaître, c'est la distance de mise au point, 0,6 m seulement lorsque vous êtes à 150 mm. Et là, ça vous permet de faire de la proxy macro, ça va vous rendre l'objectif beaucoup plus polyvalent, par exemple, qu'un 200-600, dont la distance minimale de mise au point est de 2,4 m. 0,6 m, 2,4 m, ça fait une grosse différence. Et ça vous permet de faire des gros plans sur des fleurs, on le voit même ici, hein, le ver de terre, un peu d'insectes. Bref, ça fait un petit côté couteau suisse qui est plutôt sympa. Sur ce genre d'objectif, vous avez un autofocus qui doit être répondant. Et c'est bien pour ça que j'ai essayé de tester ça dans différentes situations. Ici, je vous le montre notamment avec des oiseaux. Donc ici, vous voyez, je ne sais pas à quel moment l'oiseau va partir. Je suis avec le Sony A1. Vous voyez, jusqu'au dernier moment, tant qu'il ne passe pas derrière l'arbre, la mise au point, elle est réussie. Alors ici, on voit que c'est rigolo, j'ai le focus sur les plantes devant. Il n'a pas trouvé l'oiseau, mais parce que c'est pas dégagé. Mais à la seconde où il sort derrière l'arbre, bim, tout de suite, il capte l'oiseau. Et là, on voit, hein, on est sur une mise au point qui est absolument parfaite. Donc là, il n'avait pas, bim, là, il a parce que l'oiseau est bien capté. Et ici, jusqu'au dernier moment, là, il est en train de freiner. Ça marche très bien. Ici, sur cet oiseau, pareil, qui me fonce dessus. C'est pareil, la mise au point est bien réussie. Pareil sur cet hibou, je ne savais pas quand est-ce qu'il allait décoller. Et là, regardez, hein, tout le détail que vous avez. Hop, autre test avec le hibou. Je peux aller où je veux, elles sont toutes réussies. Donc, vous voyez, moi, il ne m'a pas lâché. Alors, on ne va pas regarder 200 photos de plus, mais je l'ai utilisé aussi beaucoup sur le circuit de moto. Et là aussi, ça faisait parfaitement le job sur le circuit de moto. Je l'ai utilisé avec les enfants. Ici, vous voyez, on est sur une tyrolienne. D'ailleurs, elle n'est pas rassurée, hein, quand même. Et quelle que soit la photo que vous allez prendre, la mise au point est plutôt là. Vous voyez? Et même sur mon fils, c'est rigolo, hein, parce que là, on est vraiment sur les performances du A1. À un moment donné, il n'y a qu'un œil qui dépasse. Hop, et bim, la mise au point, elle est tout de suite sur l'œil. Donc ça fait bien le boulot. Et là aussi, regardez, cette photo-là, mise au point sur l'œil.
Donc vraiment, pour moi, ça marche très très bien. Alors, est-ce que c'est le meilleur autofocus du marché? Je pense pas. Je pense que l'autofocus peut-être du 100-400 et du 200-600 est supérieur probablement, avec un taux de réussite qui est un tout petit peu supérieur. Ici, je dirais qu'on est à 75% de taux de réussite, là où on est probablement plus aux alentours des 90%. Sur les Sony, on n'arrive pas non plus à tenir la rafale de 30 images par seconde du Sony A1. Il y a tous les objectifs de marque tierce n'y arrivent pas. Il n'y a que les objectifs Sony qui savent faire une rafale aussi rapide. Mais voilà, pour moi, ça fait le job. Et sur tous les boîtiers grand public tels que l'A7 III, l'A7R III, l'A7R IV, franchement, vous verrez aucune différence, je pense, entre ce Tamron et un Sony. Et en vidéo aussi, ça fait le job. Vous l'avez vu sur l'introduction que j'ai tournée avec l'objectif, mais le comportement est bon. On a un autofocus qui est réactif. Moi, j'ai pas vu de phénomène de pompage. C'est compatible avec les fonctions Sony, notamment, qui vous permettent de contrôler la vitesse à laquelle vous allez faire la mise au point pour changer le plan. Bref, en plus, on est sur un objectif qui est parafocal, ce qui est pratique. Moi, en vidéo aussi, au niveau de l'autofocus, j'ai pas eu à me plaindre. Alors évidemment, en vidéo, on va compter surtout sur la stabilisation pour avoir des plans utilisables. Et ça tombe bien parce que ici, elle est bien au rendez-vous. Et j'ai voulu la comparer à main levée avec la stabilisation du Sony 200-600. Et je dois dire que la différence, elle est assez notable à main levée. On a les deux objectifs ici sur la vidéo que vous voyez à 500 mm et les deux objectifs sont en mode 3. Et franchement, on voit la supériorité du Tamron. Et puisqu'on parle de la stabilisation, j'ai aussi testé en photo. En photo, j'ai décidé de mettre les deux objectifs à 500 mm, pleine ouverture, 1/50 de seconde. Donc 1/50 de seconde pour du 500 mm, c'est quand même assez costaud. J'ai fait 2 rafales de 100 photos à main levée et les résultats sont assez cohérents avec ce que j'ai trouvé en vidéo. J'ai eu 35% de photos réussites sur le Tamron et 6% de photos de réussite sur le Sony. Donc comme vous pouvez le voir, on a des rafales qui sont continues, des numéros de fichiers qui suivent. J'utilise le masque de mise au point de Capture One pour décider si le piqué est suffisant ou non. Bref, j'essaye d'enlever toute la subjectivité du test. Et clairement, Tamron met une claque sur le Sony au niveau de la stabilisation. Au niveau des défauts optiques, maintenant, en termes de distorsion, on a la distorsion en coussinet d'un niveau moyen. C'est hyper facile à corriger avec les profils de correction intégrés. Sur les JPEG, vous ne la voyez pas, elle est corrigée automatiquement. On a un vignetage qui est vraiment faible à toutes les focales. Je n'ai pas souffert d'aberration chromatique ni de flair. J'ai fait un plan vidéo notamment où j'étais face au soleil. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas spécialement de flair. Je n'ai pas non plus cherché à mettre l'objectif à f22, soleil en face, pour à tout prix trouver du flair, mais dans toutes les situations que j'ai rencontrées sur le terrain, j'ai eu zéro problème de flair. Donc pour moi, en termes de défaut optique, c'est plutôt très très bon tout ça. Allez, on va maintenant le confronter à la concurrence. Je l'ai comparé notamment un peu à mon Sony 100-400 GM. Donc je rappelle, on a une ouverture à 5.6 à 400 mm sur les deux objectifs. Et l'exposition est strictement la même. Si vous mettez les mêmes paramètres, moi je vois aucune différence d'exposition. On a un bokeh qui est peut-être légèrement plus doux sur le 100-400 GM, mais c'est à peu près la seule différence. Moi j'ai toujours eu l'impression que mon Sony 100-400 GM n'est pas au top, j'ai pas le piqué fabuleux que certains décrivent. En tout cas, le Tamron démonte complètement mon Sony 100-400 GM, c'est assez net quand vous regardez les photos à 100% sur un capteur de 50 millions de pixels. Mais là aussi, je vous donne les RAW pour que vous puissiez juger par vous-même. En termes d'agrandissement, le Tamron et le Sony ont un ratio qui vont être assez similaires, sauf que le Tamron va vous proposer à 150 mm, là où le Sony vous le propose à 400 mm. Et faire de la proxy à 400 mm, c'est un peu compliqué, c'est difficile de cadrer, vous avez une profondeur de champ qui est toute petite. Il vaut largement mieux faire de la proxy à 150 mm comme le propose le Tamron. Donc là aussi, je donnerai plutôt le point au Tamron. Et en fait, au final, on a un Sony qui coûte quasi le double que le Tamron et j'avoue que j'ai du mal à identifier dans quel cas je recommanderais plutôt le Sony 100-400 GM. Alors on a un Sony qui est plus léger, qui va vous proposer 100 mm au lieu de 150 mm, mais ça reste assez maigre pour quand même payer un objectif qui va coûter le double et surtout vous n'avez pas 500 mm au lieu de 400 mm. De l'autre côté, on a le Sony 200-600G. Là, c'est un comparatif qui est quand même un peu plus ardu pour le Tamron. Et la première question qui va se poser, c'est 500 mm contre 600 mm. 500, 600. Donc, je vous montre des exemples ici. Donc, ça fait quand même une petite différence. 500 mm, 600 mm. Et en fait, quand vous regardez que j'ai essayé de recréer qu'est-ce que ça donne ce 600 mm, en fait, ça fait un crop comme ça. Donc moi, je trouve que c'est un crop qui est marginal. Vous croppez très peu dans la photo pour obtenir exactement le même cadrage. Donc franchement, ça passe, ça passe vraiment. Et la seconde question qui se pose, et cette fois-ci, je pense que c'est plutôt à l'avantage
du Tamron, c'est 150 mm contre 200 mm. 150 mm contre 200 mm. Et là, la différence en termes de cadrage, elle est beaucoup plus notable. Et là aussi, j'ai voulu vous le représenter en termes de recadrage, et là, ça fait quand même une grosse différence, hein. On a une différence qui est vraiment notable. En termes d'ouverture, le Sony propose du 6.3 à 600 mm et du 6.7 chez Tamron. Et en fait, 6.3, 6.7, on pourrait penser que c'est un tiers de stop, en fait, non. 6.3, 6.7, c'est un quart de stop. Et un quart de stop, en fait, ça n'existe même pas dans l'appareil. Donc, c'est souvent la même vitesse d'obturation. Le bokeh me paraît certes un tout petit peu plus doux sur le Sony 200-600 que sur le Tamron, mais c'est à peu près la seule différence. En termes de piqué, ça a été difficile de les départager. J'ai multiplié les confrontations à 500 mm et c'est souvent assez équivalent, hein. Il faut vraiment zoomer très très fort sur des capteurs haute résolution pour voir la différence. Le Sony me semble donner par contre des photos un peu plus contrastées parce que je vous le disais, hein, en début de vidéo, je trouve que parfois le Tamron manque un tout petit peu de contraste. Encore une fois, je vous mets à disposition une dizaine de photos comparatives pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Les deux mêmes photos prises dans les mêmes conditions au même moment avec les mêmes paramètres sur les deux objectifs. Regardez par vous-même. J'ai quand même l'impression que le Sony est un peu supérieur pour peu que vous trouviez un excellent exemplaire comme j'en ai un, ce qui n'a pas été si simple à trouver d'ailleurs. Malgré tout, le deal breaker pour moi sur le Sony 200-600, c'est vraiment son encombrement me concernant. Il a plein d'atouts, hein. Je pense que c'est lui qui a le meilleur piqué. Vous avez accès à du vrai 600 mm. Vous avez un zoom interne qui est plus pratique en vidéo. Vous avez un bokeh qui va être plus doux. Vous avez aussi la compatibilité avec le téléconvertisseur. Vous avez un autofocus qui est probablement supérieur, hein, presque infaillible. Une rafale à 30 images par seconde. Il y a vraiment des raisons, je pense, de privilégier le Sony. Mais bon, je prends jamais le mien parce qu'il est trop encombrant. Ça m'oblige à prendre un sac à dos beaucoup plus grand que d'habitude. J'ai pas de filtre de 95 mm. Bref, on ne peut pas tout avoir et je pense qu'il y a vraiment deux choix. Ici, on n'a aucun compromis sur le 200-600 et le Tamron, lui, vous propose un compromis. En tout cas, le positionnement du Tamron, je le trouve super malin. Ils ont vraiment ce truc chez Tamron, hein, pour définir le bon compromis qui va rester acceptable pour la majorité des gens, qui permet de réduire l'encombrement et le poids, mais quand même en vous proposant une qualité optique et un autofocus qui reste excellent. Je pense qu'encore une fois, c'est réussi. Pour le grand public, je pense que ce Tamron, ça va devenir vraiment la solution par défaut, hein. C'est vraiment le choix le plus malin. Et pour les professionnels qui veulent absolument aucun compromis, c'est clair, on a le Sony 200-600 qui reste la référence, je pense. Finalement, celui qui souffre le plus, c'est probablement le Sony 100-400 GM qui coûte plus du double et pour qui j'ai un peu du mal à trouver des arguments. Alors, vous validez les choix de Tamron ou non? Dites-moi tout ça en commentaire. Vous pouvez rejoindre ma communauté sur le groupe Sony Entraide sur Facebook. On parle de l'actualité, des problèmes, on s'entraide. Là aussi, lien en description. Il y a plein de liens en description. C'est tout pour aujourd'hui. Salut!